Le matin du vendredi 21 septembre 2001, Ana Montes a commencé sa journée avec sa routine habituelle. Elle est arrivée ponctuellement à son bureau du 6e étage, se préparant pour une nouvelle journée de travail en tant qu'analyste du renseignement pour l'Agence de renseignement de la défense des États-Unis. Pendant près de 17 ans, elle a été la principale experte de l'agence sur Cuba. Elle avait accès à certains des secrets les plus sensibles de son pays et, grâce à son esprit brillant, elle a contribué à façonner la politique américaine envers Cuba pendant la période tumultueuse de la guerre froide des années 1980 et 1990. Cependant, elle menait une double vie. Derrière son image soigneusement cultivée de fonctionnaire dévoué, se cachait une femme animée d'un engagement idéologique profond envers le régime de Castro et d'un talent pour la tromperie qui lui permettrait d'échapper à la détection sous 3 administrations présidentielles. Le jour, elle écrivait des rapports de renseignement qui impactaient la politique américaine. La nuit, elle tapait méticuleusement de mémoire des secrets classifiés sur des disquettes cryptées qu'elle remettait à ses agents cubains dans des restaurants chinois de Washington. Mais finalement, sa duplicité l'avait rattrapée, et sa journée était sur le point de prendre un tournant dramatique. Le téléphone sur son bureau a sonné. Son patron lui demandait de le voir dans le bureau de l'inspecteur général à l'étage. Ne sentant rien d'inhabituel, elle se dirigea vers l'ascenseur qu'elle prit pour monter d'un étage. En entrant dans la salle de réunion, elle se figea. Elle fut accueillie par des agents spéciaux du FBI et elle savait exactement pourquoi ils étaient là. Voici l'histoire d'Ana Montes, la soi-disant reine de Cuba et l'une des espionnes les plus nuisibles de l'histoire des États-Unis. La vie a commencé pour Ana Belén Monte le 28 février 1957 à l'hôpital de l'armée américaine de Nuremberg, en Allemagne de l'Ouest. C'est là que son père, Alberto, servait comme médecin militaire. Ses parents portoricains étaient repartis de débuts modestes et s'étaient élevés grâce à l'éducation et au sacrifice. Mais derrière la façade d'une famille militaire prospère se cachait une obscurité domestique. À huis clos, Alberto Montes régnait sur son foyer d'une main de fer, infligeant à Ana et à ses frères et sœurs des punitions corporelles pour de simples infractions. En tant qu'aînée de 4 enfants, Ana ressentait le plus intensément les tensions familiales. Elle comprenait les disputes animées en espagnol entre ses parents et était témoin des sautes d'humeur imprévisibles de son père. Quand Emilia, sa mère, a quitté Alberto en 1972, Ana, 15 ans, a refusé l'invitation de son père à vivre avec lui. Le soulagement de la famille était évident à son départ. Ana avait une relation particulièrement forte avec sa jeune sœur, Lucie. Âgées de seulement 16 mois d'écart, elles ont partagé la même chambre pendant 16 ans. Bien que leur vie ait été étroitement liée au début, elles se sont éloignées à l'âge adulte, leur choix les menant sur des chemins opposés, l'une servant la communauté du renseignement américaine, l'autre ne faisant que prétendre le faire. Malgré ses problèmes familiaux, Honor a excellé académiquement. Elle doit avoir été diplômée du lycée Loch Raven à Towson, dans le Maryland, avec une moyenne de 3,9 avant d'intégrer l'Université de Virginie. Son année de 3e cycle en Espagne a été déterminante dans la formation de sa vision du monde. À Madrid, Ana s'est liée d'amitié avec une femme nommée Mimi Colón et a participé fréquemment à des manifestations de rue anti-américaines. Après avoir regardé un documentaire sur le coup d'État chilien de 1973 contre Salvador Allende, Ana expliqua avec passion à Mimi comment les États-Unis s'ingérant dans les affaires d'autres pays et les empêchaient de vivre librement. Ana porterait cette conviction idéologique avec elle tout au long de sa carrière. Et cela finirait par la pousser à la trahison. À l'université, Montes s'est spécialisée en affaires étrangères avec une concentration sur l'Amérique latine. Après avoir terminé ses études de 1er cycle en 1979, elle a donc passé l'été chez une tante à Porto Rico. Elle s'est retournée aux États-Unis en décembre 1979 pour commencer sa carrière au sein du département de la justice des États-Unis.
En tant que dactylographe, elle a travaillé au Bureau de la loi sur la liberté d'information du département de la justice, où elle traitait les recours et plaidait pour ou contre la divulgation d'informations classifiées. Au sein du département de la justice, Anna s'est rapidement distinguée, accomplissant un travail si exceptionnel que son superviseur l'a orientée vers un programme spécial de formation de parajuriste. En 3 ans, elle était passée du grade groupe de la structure, 4 au grade groupe de la structure, 9 devenant l'une des 3 seules parajuristes du département de la justice spécialisée dans la loi sur la liberté d'information et la protection de la vie privée. Elle a obtenu une habilitation de sécurité top secret, lui donnant aussi accès à des informations compartimentées sensibles. Ce poste lui donnait accès à d'énormes quantités de dossiers sensibles du département de la justice et du FBI. C'est pendant cette période, alors qu'elle jonglait entre ses études de 3e cycle à l'École des études internationales avancées et son travail au département de la justice, qu'Anna a été recrutée par Cupid Intelligence. L'approche orchestrée avec l'aide de Marta Velázquez, une camarade de l'École des études internationales avancées, était d'une simplicité magistrale. La mission principale de Marta, en tant que recruteuse à l'École des études internationales avancées, était d'identifier des étudiants partageant les mêmes idées, et Anna, une critique virulente de la politique étrangère américaine ayant des liens familiaux avec l'indépendance de Porto Rico, devait sembler une cible facile. C'est Marta qui a présenté Anna à un officier du renseignement cubain connu seulement sous le nom de Chang. Leur première interaction a eu lieu lors d'un dîner où la politique étrangère et les guerres en Amérique centrale ont été discutées. Au cours de cette réunion, Chang a abordé l'idée qu'Anna effectue ce qu'elle considérait comme un travail plutôt subalterne, lire et traduire en espagnol des articles de journaux anglais sur la révolution nicaraguayenne. Anna a d'abord résisté, demandant s'il n'avait pas déjà des personnes pour ce genre de tâches et suggérant qu'elle avait plus à offrir en tant qu'étudiante diplômée. Saisissant la fierté intellectuelle d'Anna, Chang a rapidement changé de tactique. Il a proposé qu'elle fournisse son analyse sur ce que le gouvernement américain faisait au Nicaragua. Une proposition qui correspondait parfaitement à la vision du monde de plus en plus radicale d'Anna et à son sentiment croissant d'indignation morale face à la participation des États-Unis aux hostilités au Nicaragua. Ce dîner décisif de 3 heures à New York a finalement changé à jamais le cours de la vie d'Anna. C'est après cette rencontre qu'Anna Montes a accepté de collaborer avec les Cubains. Aurait-elle déclaré « Oui, 1200 pesos, censuration etsa aso olanit, oui, j'en suis ». Après cela, Anna et Marta ont eu d'autres réunions où elles ont approfondi leurs plans pour divulguer des secrets américains à Fidel Castro. Ayant franchi le Rubicon, Anna et Marta se sont lancées dans un voyage apparemment anodin à Madrid pendant les vacances de printemps. Cela servait de couverture à leur voyage clandestin à Cuba. Une fois à Madrid, un contact cubain leur a fourni de faux passeports qu'elles ont utilisés pour se rendre à Prague, en Tchécoslovaquie sous contrôle communiste. Elles y ont rencontré 2 agents cubains, dont l'un les a escortés jusqu'à La Havane. Une fois à Cuba, Anna Montes et Marta Velázquez ont suivi une formation dispensée par la Direction générale du renseignement cubain, ou Direction générale du renseignement. Cette formation comprenait l'apprentissage de la réception de messages radio à ondes courtes chiffrés et des techniques pour manipuler les examens au détecteur de mensonges. Anna a reçu le nom de code Sonia et Marta celui de Barbara. Dans le cadre de leur couverture opérationnelle, Anna a reçu pour instruction d'envoyer une carte postale de Madrid à son frère et à sa belle-sœur, indiquant faussement qu'il profitait de 2 semaines de vacances en Espagne. Après 2 semaines intensives d'entraînement, Anna et Marta ont refait le trajet jusqu'à Madrid en utilisant leur faux passeport. De là, elles sont reparties aux États-Unis. Alors qu'elle se préparait, au début de 1985, à devenir l'espionne parfaite avec un nouveau poste plus élevé en perspective, Anna Montes a reçu une nouvelle inquiétante. Sa jeune sœur Lucie avait obtenu un emploi au FBI à Miami en tant que traductrice d'espagnol. Si cela n'était pas déjà assez grave, Lucie fut bientôt affectée à la Royal Flush Task Force, une opération top secrète chargée d'enquêter sur les espions cubains à Miami, connue sous le nom de Réseau Guêpe. Lucie fut surprise lorsque sa sœur Anna réagit négativement à l'annonce de son nouvel emploi, trouvant non seulement cela décevant, mais aussi étrange qu'Anna qualifie le FBI d'abrutis. Plus tard, Anna devrait également considérer son frère Tito et sa femme parmi ces abrutis, puisqu'ils ont rejoint le FBI en 1987, Tito ayant obtenu son diplôme de l'Académie de formation de Quantico, en Virginie, en 1989,
avant de devenir agent spécial à Atlanta. Anna savait qu'avec ses propres frères et sœurs travaillant dans la sécurité nationale américaine et sa propre sœur impliquée dans l'examen de ses relations avec Cuba, elle devrait avancer avec une prudence redoublée. Le 30 septembre 1985, Ana Montes a commencé ce qui allait devenir une carrière remarquable à la Defense Intelligence Agency, le principal producteur de renseignements militaires étrangers pour le gouvernement américain. Bien qu'elle ne connaisse au départ que peu de choses sur les questions militaires, elle s'est rapidement imposée comme une analyste exceptionnelle. Ses premières responsabilités étaient axées sur le Salvador et le Nicaragua. La direction du renseignement de l'armée a envoyé Anna 2 fois pour rencontrer et informer la nouvelle présidente nicaraguayenne, Violeta Chamorro, sur les capacités militaires du Nicaragua. En 1992, elle était devenue la principale analyste politique et militaire de la direction du renseignement de l'armée sur Cuba, un poste qu'elle occuperait pour le reste de sa carrière. Dans ce rôle, elle a gagné le surnom de Reine de Cuba, reflétant à la fois son expertise incontestable et sa manière quelque peu impériale. Les évaluations de performance d'Anna louaient constamment sa grande intelligence et son attitude positive, et elle a reçu de nombreux prix et certificats de mérite de l'agence. Son superviseur, Marty Scheiner, l'a décrite comme une analyste exceptionnelle, une rédactrice phénoménale, extrêmement prolifique, produisant généralement 2 à 3 fois plus que l'analyste moyen. Cette réputation professionnelle exemplaire lui a offert la couverture idéale pour ses activités d'espionnage. En tant que principale experte de la communauté du renseignement sur Cuba, Anna avait un accès direct précisément aux informations qui intéressaient le plus ses agents cubains. Elle ne se contentait pas de voler des secrets. Elle influençait activement la manière dont le gouvernement américain percevait et réagissait à Cuba et à d'autres pays d'Amérique du Sud. Elle évoluait dans les plus hautes sphères. Lors de la crise politique en Haïti de 1986, elle a même rédigé une note d'information pour le bureau des chefs d'état-major interarmés et le bureau du secrétaire à la défense. L'une des principales contributions d'Anna fut son travail sur un rapport intitulé « La menace cubaine pour la sécurité nationale des États-Unis », une analyse interagence influente présentée au Congrès par le secrétaire à la défense en mai 1990. Ces rapports ont été salués par les décideurs politiques, les départements militaires et la communauté du renseignement pour leur pertinence et leur clarté. Étant si respecté, c'est les Sam Testin, sortimisfan c'est Tana, qui exerçait une grande influence sur la façon dont les questions de sécurité étaient approfondies, ou traitées avec moins d'attention. À bien des égards, Ana Montes était l'espionne parfaite. Elle était motivée par l'idéologie, non par le gain financier, et courait donc moins de risques de susciter des soupçons en menant une vie extravagante et au-delà de ses moyens légitimes. Elle recevait très peu de ses agents cubains, seulement quelques milliers de dollars pour rembourser un prêt étudiant, acheter une voiture modeste et un ordinateur portable d'occasion. La maîtrise de l'espionnage d'Ana Montes égalait la précision de ses rapports d'analyse. Chaque matin, elle passait au crible des piles de documents top secrets et d'informations compartimentées sensibles au travail. Elle répertoriait mentalement les passages les plus cruciaux. Une fois rentrée chez elle le soir, elle tapait discrètement ses extraits en espagnol sur un ordinateur personnel Tandy 1400F-OND en utilisant un logiciel de chiffrement sur mesure fourni par ses contacts cubains. Le texte chiffré était sauvegardé sur des disquettes, achetées innocemment dans un magasin Radio Shack local. Elle les effaçait après chaque usage avec des kits de nettoyage de données du commerce pour éliminer les traces médico-légales. Elle était méticuleuse dans la destruction des preuves de son espionnage, utilisant un formatage en profondeur suivi d'une réécriture physique des disquettes pour s'assurer qu'aucune trace de ces données ne puisse jamais être récupérée. Bien qu'elle ait travaillé au départ avec Marta Velázquez en 1988, elles ont suivi des chemins différents. La relation a été rompue à la suite d'un différend inventé pour garantir la compartimentation opérationnelle. La livraison secrète par Anna de son précieux trésor de renseignements se fondait dans la vie quotidienne des salles à manger de Washington. Autour d'assiettes de poulet du général Tso dans des restaurants chinois, Anna faisait discrètement glisser une enveloppe manille contenant les disques cryptés de l'autre côté de la table. Les coursiers assis en face d'elle, souvent des agents illégaux ou des officiers de renseignement sans couverture diplomatique, transportèrent ensuite les données jusqu'à la mission cubaine à New York. De là, cela tombait entre les mains des analystes de la direction du renseignement.
Anna avait même un numéro de beeper dédié, plus tard relié à la délégation cubaine à l'Organisation des Nations Unies pour recevoir des mises à jour opérationnelles, un canal sécurisé qu'elle croyait impénétrable. Les informations top secrètes qu'Anna Montes a compromises étaient en dévastatrices par leur ampleur et leur sensibilité. L'une des violations les plus importantes concernait la divulgation de détails complexes sur les satellites furtifs américains. Cela faisait partie d'un programme noir hautement classifié du Bureau national de reconnaissance appelé MISTI, coûtant environ 9,5 milliards de dollars. Ce programme impliquait une technologie de camouflage rendant ces satellites pratiquement indétectables. Monté ayant eu accès à ce programme d'accès spécial hautement sensible en mai 1997, a rapidement transmis les détails à ses contacts cubains. La perte des capacités de surveillance imprévisibles de MISTI a causé d'énormes dégâts, entravant potentiellement les efforts de lutte contre le terrorisme et permettant aux adversaires de devenir plus prudents. Pire encore, on pense que les Cubains ont très certainement partagé ces renseignements inestimables. Avec l'Union soviétique et d'autres parties intéressées, Monté avait également un accès illimité au système SAFE, une base de données électroniques de partage d'informations utilisée dans l'ensemble de la communauté du renseignement américaine. Le système contenait un éventail presque illimité de secrets provenant de diverses agences de renseignement et de défense américaines, y compris des articles et des rapports de renseignement bruts rédigés par des analystes et des collecteurs de la Defense Intelligence Agency. En décembre 1996, Anna Montes a encore démontré son engagement envers la Havane en assistant à un exercice de simulation de guerre classifié mené par le commandement atlantique des États-Unis. Les services de renseignement cubains lui avaient explicitement confié la mission de se rendre à l'événement, anticipant que pratiquement tout ce qui s'y passerait aurait une valeur en matière de renseignement. Monté a correctement informé ses agents de liaison des détails de cet exercice, partageant des éléments essentiels sur les plans et stratégies des militaires américains. Pourtant, son rôle le plus insidieux était peut-être celui d'agent d'influence. Sous son manteau de reine de Cuba, elle rédigeait des notes de service politique minimisant les menaces cubaines, ce qu'elle fit avec beaucoup d'efficacité lorsqu'elle rédigea la première version du rapport sur la menace cubaine pour la sécurité nationale des États-Unis, destiné au Congrès en 1998. Son plus grand pouvoir était de manipuler, suggérer ou ignorer des faits dans ses rapports, orientant ainsi les jugements interagences pour favoriser le récit de Cuba. Malheureusement, ces fuites d'informations ont aussi entraîné des morts. Les informations qu'elle a transmises ont permis à un groupe de guérillas cubains, le Front Farabundo Martí de Libération Nationale, de tendre une embuscade à la base militaire salvadorienne d'El Paraíso en mars 1987. Sur place se trouvait le béret vert américain Gregory Fronius, un soldat des forces spéciales qui formait l'armée locale. L'assaut mené par le groupe de guérillas marxistes a entraîné la mort de Fronius, ainsi que celle de 69 soldats salvadoriens. Montes avait visité le camp d'El Paraíso à 2 reprises, la seconde fois seulement quelques semaines avant l'attaque. Il est considéré comme absolument certain que Montes a remis aux Cubains des informations sur les mesures de sécurité du camp. Comment se fait-il qu'une personne dont les opinions politiques étaient si contraires aux intérêts de son pays ait pu gravir les échelons au sein de l'appareil de sécurité des États-Unis ? Il devait sûrement y avoir des signaux d'alerte. Si c'est le cas, ont-ils été manqués, ou pire encore, ignorés ou dissimulés ? Malgré son opposition vocale à la politique étrangère des États-Unis, Anna Montes a gravi rapidement les échelons de la sécurité parce que les premières vérifications l'avaient en présenté comme l'analyste idéal. De plus, des avertissements supplémentaires ont été ignorés à maintes reprises. Son enquête de moralité menée par le FBI en 1979 pour le compte du ministère de la Justice la décrivait comme loyale, très morale et extrêmement indépendante. 6 ans plus tard, lorsqu'elle a été transférée à la Defense Intelligence Agency, un ancien collègue a alerté les enquêteurs sur ses opinions déloyales concernant le Nicaragua, mais la Defense Intelligence Agency lui a tout de même accordé une habilitation de sécurité provisoire top secret, sans aucun test au polygraphe ni évaluation psychologique. Les enquêteurs ont également manqué 2 mensonges flagrants dans sa demande. Elle n'avait jamais officiellement obtenu son master de la SAIS en 1984 à cause d'un différend sur des frais de scolarité. Et elle a menti sur sa consommation de cocaïne qu'elle a utilisée jusqu'en 1982. Montes a admis ces mensonges lors d'une réenquête en 1991, mais ils ont été attribués à une indiscrétion de jeunesse et aucune autre mesure n'a été prise.
En mars 1994, elle a réussi haut la main un test au détecteur de mensonges du contre-espionnage de la Defense Intelligence Agency en utilisant les techniques de manipulation physiologique que ses agents cubains lui avaient enseignées des années auparavant. Ce n'est que 2 ans plus tard, en 1996, qu'un collègue a commencé à remarquer le comportement inhabituel de Montes. L'analyste Régis Brun a remarqué le désir excessif de Montes d'accéder à des réunions sensibles et, un jour, son départ agité d'un briefing au Pentagone concernant l'abattage par l'armée de l'air cubaine de 2 avions de l'organisation Frères à la Rescousse. Un examen personnel en 1997 a de nouveau innocenté Ana Montes. Ana Montes semblait être une opératrice habile, mais sa double vie a eu un impact extrême sur sa santé physique et mentale. En 1997, après plus de 10 ans d'espionnage pour Cuba, elle avait été traitée pour anxiété et dépression, avait des troubles du sommeil et était sujette à des crises de larmes. Ces agents de liaison cubains étaient finalement sa seule bouée de sauvetage et peut-être les seules personnes en qui elle avait vraiment confiance. À l'approche de la fin du millénaire, sa raison de s'inquiéter de sa vie de tromperie allait bientôt s'intensifier. Pendant des années, le FBI avait recherché un agent cubain infiltré inconnu, soupçonné d'opérer au sein de la communauté du renseignement américaine. L'enquête avait pour nom de code Blue Wren. Dès les années 1980 et 1990, Fidel Castro semblait toujours avoir connaissance à l'avance des opérations militaires et de renseignement américaines au Salvador, au Nicaragua et au Panama. Les services de renseignement cubains avaient toujours un coup d'avance. La CIA a rencontré des difficultés persistantes à gérer des agents cubains et les opérations de renseignement technique cessent mystérieusement après de courtes périodes. Tout cela suggérait que les Cubains étaient probablement prévenus à l'avance. À la fin des années 90, il semblait évident qu'il existait un espion d'une certaine sorte au sein de la communauté du renseignement américaine. En 1994, Blue Wren s'était élargi pour inclure des analystes et des enquêteurs du FBI, de la CIA et de la National Security Agency et devenait l'une des plus grandes chasses à la taupe de l'histoire du contre-espionnage américain. Malgré les ressources mobilisées, l'enquête donnait peu de résultats. La percée dans l'enquête est venue d'une direction inattendue. La sœur d'Anna, Lucy, travaillait toujours comme traductrice pour le FBI à Miami, soutenant l'enquête sur le réseau WASP, le réseau d'espionnage dirigé par la Direction générale du renseignement depuis La Havane comprenait au moins une douzaine d'agents cubains. Le réseau WASP a été démantelé par le bureau du FBI de Miami en septembre 1998, arrêtant 10 de ses membres. C'était vu comme le plus grand démantèlement d'un réseau d'espionnage cubain depuis des années. L'enquête a permis de recueillir une grande quantité de preuves, notamment des fichiers sur disquette et des informations provenant de messages radio interceptés. Le FBI a également récupéré les clés cryptographiques qui ont permis de déchiffrer les communications échangées au sein du réseau d'espionnage. Une fois que la National Security Agency a cassé le code, ils ont pu lire des années de messages à haute fréquence à destination et en provenance de la Havane, y compris des centaines envoyées par et à un agent appelé Agent S ou Sergio. Malgré cette avancée majeure, l'enquête semblait stagner, le FBI ne faisant pas grand-chose avec le trésor de renseignements qu'ils avaient vraiment découvert. Frustré par la lenteur des progrès du FBI, à la fin de l'an 2000, une analyste de la National Security Agency, nommée Elena Valdez, s'est adressée à une petite équipe de la section contre-espionnage cubain de la Defense Intelligence Agency, dirigée par Scott Carmichael, avec 3 informations clés. La première était que les communications transmises par ondes courtes par la taupe pouvaient être captées sur une grande partie de l'est des États-Unis. L'hypothèse naturelle était que l'agent transmettait depuis la région de Washington District de Columbia à un foyer d'espionnage. C'était une supposition, mais il la considérait comme un pari sûr. La deuxième découverte était que, en octobre 1996, l'ordinateur portable Tandy de l'agent Sergio était tombé en panne et il avait alors reçu l'instruction d'acheter un nouveau modèle Toshiba 405 CS pour la somme de $2000. À Alexandria, il y a une douzaine d'endroits portant ce nom aux États-Unis, mais l'un d'eux se trouvait justement en Virginie, étant donné sa proximité avec Washington District de Columbia et le fait qu'elle abrite des milliers d'employés fédéraux. Les enquêteurs étaient confiants d'avoir triangulé la position de la taupe, le troisième élément de preuve.
Fourni par Valdez, il s'agissait d'une communication qui suggérait que l'agent Sergio avait visité la base militaire américaine, à la baie de Guantanamo, pendant une période de 2 semaines précises, en juillet 1996. Un autre indice révélé par les messages radio à ondes courtes. Entre les Cubains et leurs espions, il y avait le fait que l'agent Sergio avait accès au système sécurisé de communication classifié. Les enquêteurs de la Defense Intelligence Agency pensent maintenant que leur taupe se cachait quelque part à l'intérieur du bâtiment de la Defense Intelligence Agency, situé juste à l'extérieur de Washington District de Columbia, mais ensuite d'une erreur cruciale. Les enquêteurs ont supposé que l'agent Sergio était un homme. Après tout, l'écrasante majorité des espions sont des hommes. Ils ont limité le champ de leur recherche aux hommes qui remplissaient tous les critères. En plus des indices, après avoir examiné les registres de voyage de la Defense Intelligence Agency, on a découvert qu'environ 100 personnes avaient visité Cuba. Dans la fenêtre de 2 semaines, lorsqu'on recoupe avec d'autres détails concernant le suspect, un nom ressort. Ce nom a attiré l'attention de Carmichael, Ana Montes. Lorsqu'il a vu ce nom, il s'est soudain souvenu qu'il l'avait interrogé quelques années auparavant, en 1996, suite à des inquiétudes concernant ses opinions politiques. À l'époque, le problème avait été jugé insuffisamment important pour être approfondi. 4 ans plus tard, Carmichael était convaincu d'avoir trouvé son espion. Au fur et à mesure que les preuves s'accumulaient, l'agent spécial du FBI Steve McCoy a ouvert une enquête préliminaire en octobre 2000. À la mi-décembre, cela s'était transformé en une enquête de terrain complète, permettant des méthodes de surveillance plus intensives. Le FBI a mené une surveillance physique pendant des mois, afin d'établir une base de référence pour les activités et le comportement normal d'Ana Montes. Ils ont noté l'utilisation étrange des cabines téléphoniques par Ana, bien qu'elle ait un portable. Une enquête plus approfondie a révélé que les numéros qu'elle composait étaient dirigés vers des pagés à New York. Plus important encore, le FBI a obtenu des mandats autorisant la fouille de son bureau et l'entrée secrète dans son appartement pour y chercher des preuves. Ce qu'ils ont trouvé a représenté le coup de grâce pour l'agent Sergio. Glissé dans le portefeuille qu'elle gardait à son poste de travail, les enquêteurs ont trouvé les cartes téléphoniques prépayées qu'Ana utilisait lorsqu'elle appelait depuis les téléphones publics. Ils ont aussi trouvé des chiffres correspondant à des indicatifs régionaux. Il y avait aussi un numéro de pagé de New York avec l'indicatif 917. Ce numéro de pagé a été retracé jusqu'au service de renseignement cubain à la mission cubaine de l'Organisation des Nations Unies à New York. Au domicile d'Ana, des agents du FBI ont découvert 11 pages de documents compromettants sur son ordinateur portable. Cela comprenait des messages cryptés entre elle et ses agents de liaison cubains qu'elle pensait avoir supprimés. L'agent du FBI Pete Lapp a découvert un autre élément de preuve important. Un reçu de vente de 1996 montrait qu'Anna avait acheté le modèle exact d'ordinateur portable Toshiba mentionné dans les messages cubains décryptés dans un magasin CompuSA à Alexandrie. L'enquête a pris une nouvelle urgence lorsque les enquêteurs ont appris le transfert imminent d'Anna au Conseil national du renseignement à la CIA. Ce poste prestigieux lui aurait donné un accès encore plus large à des informations classifiées dans l'ensemble de la communauté du renseignement. De plus, Anna était sur le point, dans les 24 heures à venir, de découvrir les plans de guerre détaillés des États-Unis pour l'invasion de l'Afghanistan après le 11 septembre. Le directeur de la Defense Intelligence Agency, l'amiral Wilson, a reconnu le potentiel catastrophique que représenterait la fuite de ces informations entre de mauvaises mains, craignant à juste titre que Cuba ne partage ses plans hautement sensibles avec les talibans ou d'autres adversaires. Il a été décidé qu'il était temps de l'arrêter. Le matin du vendredi 21 septembre 2000, un seulement, 10 jours après les attentats du 11 septembre, Ana Montes est arrivée au siège de la Defense Intelligence Agency, comme d'habitude, mais cette fois, son monde était sur le point de s'effondrer. À 9h50, elle a reçu l'appel la convoquant au bureau de l'inspecteur général. Le prétexte était anodin. Un problème mineur concernant la feuille de temps d'un employé subalterne. Ce jour-là, dans la salle de conférence, elle avait besoin de son attention, mais ce n'étaient pas des responsables de l'inspection générale qui l'attendaient mais des agents spéciaux du FBI, Steve McCoy et Pete Lapp. Anna avait immédiatement compris qu'elle avait été prise et confrontée. Allait commencer, sachant qu'il devait jouer le jeu. McCoy a commencé par évoquer vaguement un possible agent d'infiltration cubain.
Au sein de la Defense Intelligence Agency, Anna était restée résolue, allant droit au but, en demandant si elle faisait l'objet d'une enquête. Après confirmation, elle a requis un avocat. La confrontation était ainsi terminée. Elle n'a duré que 4 minutes. Ana Montes a été arrêtée pour complot en vue de commettre un acte d'espionnage. Elle est restée stoïque et posée, ne montrant aucune émotion extérieure alors qu'elle était calmement escortée hors du bâtiment. Son arrestation a évidemment choqué ses collègues. Les employés ne doivent pas discuter de l'arrestation avec des organismes extérieurs pour ne pas distraire de l'opération Liberté immuable, la réponse des États-Unis au 11 septembre. Confrontée à des accusations passibles de la peine de mort, Anna s'est d'abord appuyée sur un avocat commis d'office. En moins d'1 mois, elle a engagé Plato Cacheris, un avocat de la défense renommé de Washington District de Columbia, ayant une grande expérience dans les affaires d'espionnage très médiatisées, notamment celles d'Eldridge Ames et de Robert Hanson. La sensibilité entourant les opérations compromises par Monté signifiait que les négociations de plaidoyer étaient en fait cruciales, car les détails des programmes top secrets ne pouvaient pas être révélés en audience publique. Le 19 mars 2002, Cacheris et son équipe ont conclu un accord avec le département de la justice. Ana Montes a plaidé coupable d'un seul chef d'accusation de complot d'espionnage devant le tribunal fédéral. Pour éviter la peine de mort potentielle ou la prison à vie, elle a accepté de purger 25 ans de prison et, ce qui importait le plus aux fédéraux, de se soumettre à un débriefing complet. Le 16 octobre 2002, Ana Montes s'est présentée devant le juge du tribunal de district des États-Unis, Ricardo Urbina, pour l'énoncé de la sentence. Elle n'a exprimé aucun remords en lisant une déclaration visant à expliquer ses motivations et à justifier ses actes. J'ai obéi à ma conscience plutôt qu'à la loi. Je crois que la politique de notre gouvernement envers Cuba est cruelle et injuste. Je me sentais moralement obligé d'aider l'île à se défendre contre nos efforts pour lui imposer nos valeurs et notre système politique. Pendant le prononcé de la sentence, l'État a dépeint Anna comme l'hypocrite ultime pour avoir approuvé la tromperie, tout en affirmant détenir une position morale plus élevée. Le juge Urbina a rejeté ces justifications édulcorées et a prononcé la peine de 25 ans convenue. Malgré les recommandations pour une détention moins sécurisée, Anna a été placée dans l'unité administrative du Centre médical fédéral Carswell à Fort Worth, au Texas. Il s'agit essentiellement d'un établissement supermax réservé aux détenus considérés comme les femmes les plus menaçantes et dangereuses du pays. Parmi ces codétenus figuraient des terroristes d'Al-Qaïda, des tueuses en série, des baronnes de la drogue, etc. Le processus de débriefing a commencé presque immédiatement et a duré 7 mois éprouvants. Transportée chaque jour de la prison du comté d'Orange en Virginie au bureau du FBI à Washington, Ana Belén Montes a fait face à des équipes d'interrogateurs de toutes les principales agences de renseignement américaines. Montes a présenté sa coopération comme une nécessité douloureuse, qualifiant l'acte de trahir ses amis cubains de forme de torture et affirmant qu'elle n'avait pas le courage de mettre fin à ses jours. Malgré quelques pertes de mémoire opportunes, Ana Belén Montes a pour la plupart tenu sa part du marché, fournissant de nombreuses informations sur ses contacts cubains, détaillant ses méthodes d'espionnage et ses nombreux voyages à Cuba, y compris l'identité de sa recruteuse et complice, Marta Velázquez. Le destin de Marta s'est déroulé un peu différemment. Marta Velázquez s'est enfuie avec son mari, un diplomate suédois, à Stockholm en 2002. Là-bas, elle vit encore aujourd'hui ouvertement, profitant de la protection que lui offre la politique suédoise contre l'extradition des résidents accusés d'espionnage. Anna a maintenu une correspondance avec sa sœur Lucie pendant toute sa détention, mais n'a jamais exprimé de regret ni reconnu la moindre faute. Dans une lettre adressée à son neveu de 17 ans, écrite en 2010, Anna a de nouveau montré peu de regrets, justifiant son espionnage en affirmant que les politiques des États-Unis envers l'Amérique latine étaient très injustes. Elle a présenté sa trahison comme un impératif moral en disant « Certaines choses dans la vie valent la peine d'aller en prison, ou valent la peine d'être faites puis de se suicider avant de devoir passer trop de temps en prison, ce qui c'est ma préférence personnelle. » Le 6 janvier 2023, après avoir purgé 21 ans, 3 mois et 19 jours, Ana Belén Montes a recouvré la liberté, sous réserve de 5 ans de probation surveillée.
Elle a pris un vol aller simple pour San Juan, Porto Rico, escortée par un marshal américain. La famille d'Anna a publié à l'époque une déclaration publique condamnant ces actes de trahison et désavouant ce qu'elle avait fait. Fidèle à elle-même, Anna a continué à éviter toute responsabilité personnelle après sa libération. Elle a déclaré par le biais d'un communiqué publié par son avocat qu'elle avait l'intention de mener une vie tranquille et privée à Porto Rico. Cela, elle semble l'avoir accompli, vivant comme une héroïne et une martyre au sein de sa communauté. Elle reste très active dans son opposition à l'embargo américain en cours contre Cuba et soutient les efforts de relèvement après les catastrophes naturelles à Porto Rico. Ana Belén Montes reste l'une des espionnes les plus nuisibles de l'histoire des États-Unis. Contrairement à ceux motivés par la cupidité ou la contrainte, elle croyait véritablement à la justesse de sa cause. Les dégâts qu'elle a causés allaient bien au-delà des secrets volés. En influençant les évaluations du renseignement et les recommandations politiques de l'intérieur, elle a efficacement détourné l'attention américaine des véritables menaces cubaines. L'histoire d'Anna montrait à quel point même les systèmes les plus sécurisés sont vulnérables à la trahison humaine. Comme c'est si souvent le cas, les menaces les plus dangereuses ne viennent pas d'ennemis extérieurs, mais de l'intérieur même des institutions. Pendant 16 ans, Anna a été la reine de Cuba, régnant sur le renseignement américain avec une allégeance secrète à la Havane. Sa couronne est tombée, mais les dégâts qu'elle a causés à la sécurité nationale américaine et à celle du monde occidental résonneront pendant des décennies.